Bonjour Alain. Bonjour Déborah. Je suis ravie de te retrouver, en plus au soleil ici. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, on avait abordé différents thèmes. Et c'est vrai que j'aimerais aller plus en profondeur avec toi au niveau des neurosciences, puisque c'est ton domaine de prédilection. C'est une de tes passions également. Donc c'est une jeune science. On a découvert qu'on a des neurones dans les intestins, dans le cœur. Donc, et tu m'avais expliqué la dernière fois que le cerveau est connecté au ventre et que le ventre est connecté au cerveau. Par le système nerveux entérique. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait Au début, on pensait que seul le cerveau agissait sur l'intestin. Maintenant, on sait, avec les études, que l'intestin agit sur le cerveau aussi. D'ailleurs, on parle souvent de la peur au ventre et pas de la peur dans le cerveau. D'accord ? C'est vrai. Donc maintenant, on sait que les intestins ont une interaction déjà émotionnelle sur le cerveau, mais en plus, il est important de bien traiter son intestin pour qu'il puisse absorber les micronutriments nécessaires au bon fonctionnement du cerveau. Et là, à notre époque, c'est un peu ce qui est embêtant, c'est que les gens ne font pas attention à leur intestin, mais ce n'est pas leur faute. C'est qu'en plus, on ne fait pas passer cette information-là que notre cerveau a besoin de micronutriments et que si on a un intestin qui ne fait pas son travail et qui n'est pas en bon état, eh bien, notre cerveau il va manquer de ces micronutriments et il va fonctionner pas à 100%. Donc on sait que l'alimentation a un impact sur notre corps physique. Donc si on mange des aliments qui ne sont pas sains pour nous, en fait on va avoir mal au ventre. Et du coup on va avoir mal au cerveau. Et on va avoir mal au cerveau. Et du coup en fait... Je fais juste un petit aparté pour pas que ça soit mal interprété. Bien sûr, bien sûr. Notre cerveau est le seul organe qui ne ressent pas la douleur. Pour cet organe qui est quand même le centre des ressentis, lui, il ne ressent pas en lui-même, il ne ressent pas la douleur. On peut trancher un cerveau, on n'aura pas de douleur. Mais par contre, il va envoyer l'information ailleurs sur le corps physique parce que du coup, le stress peut provoquer un mal de ventre, par exemple. Oui, mais ça, c'est par l'intermédiaire des émotions. Mais si on coupe un cerveau, le cerveau est indolore. D'accord. Donc en fait, la cause, c'est pour une femme, par exemple, c'est pas forcément d'avoir ses règles ou d'avoir mangé un gros paquet de bonbons Haribo pour avoir mal au ventre. Il y a le professeur Henri Joyeux, qu'on ne présente plus, qui dit qu'on a un troisième cerveau, et c'est le cœur, avec 40 000 neurones dans le cœur, et en fait un va-et-vient de neurotransmission. Oui, de toute façon, les êtres que nous sommes, nous ne sommes pas une entité à part entière d'un seul bloc. On est plusieurs organes qui fonctionnent en synergie et en interdépendance, et forcément, si on en maltraite un, on maltraite tout l'ensemble. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vision holistique du corps, parce qu'on ne peut pas agir sur l'intestin en se disant je vais régler cette problématique et je vais oublier le reste, d'accord ? C'est pour ça que tout est en interaction et tout est relié, l'intestin et le cerveau, par le système nerveux entérique, le cœur est relié aussi au cerveau, et nous sommes un ensemble qui vivons en bonne harmonie. Si on rompt l'équilibre d'un côté ou d'un autre, c'est l'ensemble qui va s'en ressentir dans son entièreté. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision holistique Une vision holistique, c'est une vision globale, comme quoi tout est en interrelation. C'est ça, une vision holistique. Holistique, ça veut dire global. Donc quand il y a une problématique, il faut prendre l'être dans sa globalité. C'est-à-dire pas seulement chercher à régler le symptôme, mais il est important de voir d'où provient le symptôme et dans quelle démarche et dans quelle programmation il s'est mis pour arriver au symptôme. D'accord, donc en fait ça peut englober
pas que le corps physique, ça peut englober notre corps subtil, notre corps émotionnel. Ça peut englober ce que je vais dire, notre monde émotionnel, à une interaction sur le corps physique, hein. Notre mental a une interaction sur le corps physique, notre environnement a une interaction sur le corps physique. Je vais juste vous faire un petit aparté pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, quand on s'intéresse aux nouvelles sciences comme l'approche quantique maintenant définit comme quoi l'environnement a un impact sur les êtres que nous sommes. Les neurosciences affirment maintenant que l'environnement a un impact sur notre être. Et si vous préférez, on ne fait pas la corrélation, mais toutes les sciences maintenant sont d'accord pour dire que l'environnement a un impact. Il y en a une troisième qui est aussi nouvelle, c'est l'épigénétique. Qu'est-ce que dit l'épigénétique? Eh bien, qu'on est sensible à notre environnement, qu'on peut activer ou désactiver un gène par une réponse à notre environnement. Alors la médecine chinoise dit que c'est le centre de l'esprit, de la conscience et des émotions. Ils appellent ça le Chen, justement. Au Japon, on appelle ça le hara aussi. Vous savez que je suis un ancien sportif de haut niveau dans le domaine du judo, et le ventre, c'est le hara. C'est là où il y a la force vitale. D'accord. Donc, je le redis parce que j'aime bien et parce que c'est mon petit... c'est cette information-là que j'aimerais faire passer aussi, c'est que si vous voulez que votre cerveau aille bien, il faut que votre intestin aille bien. Voilà. C'est très important. On sait aussi que l'intestin est très intervenant dans le système immunitaire aussi. Il est sensible à plein de choses, mais c'est le centre du système immunitaire parce qu'il contient notre biotope, et c'est ce qui nous défend contre les agressions extérieures. Alors, aux Pays-Bas, ils ont un système éducatif qui surpasse tous les systèmes éducatifs du monde. Ils ont supprimé les devoirs, ce qui peut nous paraître incroyable pour nous en France. Donc, ils ont supprimé les devoirs pour les élèves et ils se sont hissés numéro 1 mondial. Donc, ils ont des résultats. On voit bien qu'ils intègrent donc la musique, l'art, la poésie, le sport. Et tout ça, c'est positif en fait à l'apprentissage des enfants. Maintenant, les neurosciences nous apportent beaucoup de renseignements sur le sujet, parce que ce que j'aime bien, moi, c'est... je m'intéresse à toutes les études en neurosciences et en faire ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle les neurosciences appliquées. Donc on sait maintenant qu'un enfant est incapable de maintenir une attention sur une journée d'école. C'est pas possible. Mais c'est énorme en plus, ils ont des journées de 8 heures comme un adulte qui va travailler. On sait qu'un enfant ne peut pas maintenir une telle attention. Ouais. Et il y a un double problème à ceci. C'est que, j'y reviens, mais la manière dont ils se nourrissent avec beaucoup de sucre rapide, j'entends pain, sucre, confiture, biscuits, gâteaux, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des micro-hypos, ce qu'on appelle des hyporéactionnels. Et on sait que les hyporéactionnels sont contraires à l'attention. Parce que quand on est en hyporéactionnel, on a une baisse de l'attention. Donc si vous rajoutez un temps de classe inadapté, une alimentation inadaptée dans le domaine du sucre, donc des hypos, je le redis parce que comme ça rentre, des hyporéactionnels qui provoquent une somnolence et une baisse de l'attention, et bien comment voulez-vous que les enfants soient optimum à l'école? Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, un enfant, je crois que l'attention, ça tourne au bout de 10 minutes. Voilà. Et puis, il peut se concentrer, faire focus 10 minutes, et puis après, il lâche. Donc, quand vous avez 8 heures de cours, je vous laisse tirer la conclusion. C'est complètement inadapté. D'autant plus que l'on sait que quand un enfant il est en période pubertaire, il lui faut au moins entre 10 et 12 heures de sommeil. Vous les couchez, même, allez, pour être les gens qui sont vraiment rigoureux, il les couche à 22 heures, le gamin il se lève à 6 heures, ça fait 8 heures. Déjà, il lui manque minimum 2 heures de sommeil. Parce qu'on sait très bien qu'une puberté qui va se passer dans de bonnes conditions, je vous dis, demande un nombre de sommeil entre 10 et 12 heures. Donc on est complètement à côté. Et souvent, ils s'endorment devant des écrans. Bien
sûr. Ce qui est pas bon. Bah donc Alain, la prochaine fois on parlera du sucre. Avec grand plaisir, Déborah. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao.